à cette conférence donc, organisée par Mimosa sur l'agrivoltaïsme, une solution d'avenir. Donc, je suis Aude Richard, je suis journaliste spécialisée en agriculture et en énergie renouvelable. Et on va passer 1 heure ensemble. Donc, on prendra les questions de la salle juste à la fin si ça ne vous dérange pas. Alors, nos 3 intervenants sont tout à fait incontournables dans leur secteur. Ils ont décidé de devenir partenaires, tous les 3, pour créer un écosystème pour accompagner les agriculteurs et les agricultrices. Alors, pour présenter ce partenariat, nous avons le plaisir d'accueillir Jeanne Magnan. Donc, vous êtes responsable de la structure Amarenco, donc un développeur solaire. Florian Breton, donc vous êtes fondateur de Mimosa, la plateforme de financement participatif, merci. Et Maxime Pavlak, donc vous êtes créateur de Eloi, la start-up qui accompagne les cédants dans leur transmission. Donc pour bien comprendre le rôle de chacun, on va faire déjà un tour de table. Alors Jeanne Magnan, donc responsable structuration d'Amarenco. Amarenco, c'est un développeur solaire. Depuis une quinzaine d'années, vous travaillez en agriculture, notamment avec la construction d'à peu près 2000 hangars agricoles. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'agrivoltaïsme. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour vous ? Et est-ce que vous avez déjà des opérations qui fonctionnent, des installations opérationnelles ? Oui, bonjour, merci Aude. Donc effectivement, Amarenco travaille depuis plus de 15 ans maintenant avec les agriculteurs et a construit plus de 2000 hangars agricoles en réponse notamment à un besoin de protection, de diversification et aussi d'adaptation. Les agriculteurs se sont toujours adaptés, particulièrement aux aléas météorologiques, ce qui est particulièrement nécessaire aujourd'hui quand on voit notamment des orages qui ont eu lieu par exemple en 2022 qui ont dévasté des champs entiers, des vignobles. Quand on voit aussi par exemple que 2022 et 2023 sont des années à record de chaleur avec des épisodes de caniculaires qui sont de plus en plus longs et de plus en plus fréquents. Il y a un nouveau besoin d'adaptation des exploitations agricoles. Et naturellement, Amarenco a orienté une partie de son activité vers l'agrivoltaïsme pour répondre à ce besoin. Par exemple, nous avons été sollicités par une exploitante agrumicole en Corse qui a souhaité qu'on déploie sur son exploitation des ombrières agrivoltaïques pour protéger ses agrumes du soleil l'été et aussi pour optimiser la gestion de la ressource en eau sur son exploitation. Il faut savoir que la Corse est une région qui est frappée de sécheresse aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est très important. D'ailleurs, c'est toute la filière agrumicole qui s'était impliquée dans ce projet-là parce que c'est un enjeu de territoire. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons construit un certain nombre d'infrastructures et notamment des serres, dont une serre, par exemple, en Martinique sur une exploitation horticole, dans laquelle les exploitants s'étaient déjà engagés dans des pratiques agricoles durables, notamment à haute valeur environnementale, mais qui souhaitaient aller un petit peu plus loin encore, et notamment convertir leur exploitation en hydroponie vers une exploitation en sol vivant sur la base de lombricompostage. Et donc l'installation de ces serres a permis qu'ils procèdent à cette conversion et aussi même ajouter des leviers agroécologiques supplémentaires, par exemple augmentation de la rotation des cultures et aussi la diversification des cultures. Donc il y a déjà en arboriculture, en horticulture, ouais. Et maintenant ça va s'accélérer encore plus l'agrivoltaïsme dans d'autres productions. Oui, tout à fait. Alors là, si vous voulez, il y a la loi APER qui a été publiée l'année dernière. Donc c'est la loi d'accélération de production des énergies renouvelables. Et dans ce nouveau paysage législatif, nous développons toute typologie de projets, des abris bovins par exemple, des abris arboricoles ou encore des volières qui sont évidemment conformes au contexte réglementaire. Donc on a à peu près 300 mégas de projets en développement actuellement, ce qui représente une cinquantaine de projets. Donc si vous voulez, si on ramène ça à la surface couverte, ça fait des projets de à peu près 5 à 10 hectares. Donc on n'est pas sur des immenses champs solaires comme on a pu en voir de temps en temps sur le bord des routes. Très bien, merci pour ces précisions.
Maxime Pavlak, donc vous êtes fondateur d'Eloi, une start-up qui accompagne les cédants dans la transmission de leur ferme, donc a été créée en 2020. Il y a plus de 200 000 agriculteurs qui vont transmettre leur ferme dans les 10 ans à venir. Comment vous intégrez dans ce contexte-là ? Oui, je suis cofondateur d'Eloi. Effectivement, il y a 200 000 fermes qui vont changer de main dans les 10 ans. Ça, c'est juste le chiffre des départs à la retraite. Il y en a qui vont transmettre avant leur départ à la retraite, donc ça risque d'être encore plus que ça. Et la tendance aujourd'hui, c'est qu'il y ait environ, malheureusement, une ferme sur deux en tendanciel qui ne soit pas reprise par un jeune qui s'installe. Ce qui veut dire qu'on va perdre 10 000 agriculteurs par an, tous les ans, pendant les 10 prochaines années. Voilà, ça, c'est le contexte dans lequel Eloi s'est créé, avec l'idée de se dire, mais en fait, il faut trouver des solutions pour qu'on fasse rayonner ces fermes en transmission de manière à ce qu'elles trouvent des repreneurs. Nous, la bonne nouvelle avec laquelle on vient, c'est qu'on a acquis la conviction depuis maintenant 4 ans que des porteurs de projets, en fait, il y en a. On entend beaucoup dire que en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de porteurs de projets. C'est un peu simple. En fait, pour nous, il y a un problème de liquidité du marché, d'adaptation des fermes en transmission aux attentes de cette nouvelle génération d'agriculteurs et peut-être aussi de rayonnement et de visibilité des fermes en transmission vers une génération qui est très connectée, qui est très mobile, qui est partout en France, qui est capable de venir s'installer dans une nouvelle région ou département. Donc il y a besoin de décloisonner, de rendre visible et d'adapter, quitte à ce que ces fermes en transmission, demain, évoluent dans leur production. On peut imaginer que certaines fermes d'élevage, et on le voit sur le terrain, bovins par exemple, vont aller vers du caprin, vers de l'ovin, parce qu'il y a plus de demandes. Ça peut être un des axes. On peut voir aussi l'idée qu'il y a un changement d'itinéraire technique pour aller vers des pratiques qui s'adaptent aux évolutions, changement climatique, ou qui luttent contre les deux. C'est des pratiques, on va dire, durables. Donc tout ça est à prendre en compte pour qu'on arrive à trouver des repreneurs. Donc vous nous dites, il y a des repreneurs, mais il faut les rendre visibles. Quels sont vos outils, vous, pour les rendre visibles, ces repreneurs, et que les transmissions se fassent correctement ? Ouais, alors, la visibilité en tant que telle, elle est très digitale, c'est-à-dire savoir faire rayonner une annonce pour avoir plusieurs centaines de milliers d'interactions, ou de vues, sur les réseaux sociaux. C'est de construire une communauté, c'est d'avoir des annonces de qualité en vidéo, c'est d'avoir du volume, de la qualité, du contenu. Mais il y a aussi un travail de fond sur la ferme elle-même, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir en amont, avant de publier l'annonce, sur ce que va devenir cette ferme demain et quel est le bon prix pour qu'elle soit reprise à l'installation et non pas à l'agrandissement. Donc on est un peu vent debout là, dans l'écosystème pour expliquer qu'il faut arrêter de réfléchir en valeur purement patrimoniale des exploitations, parce que la seule valeur de reprise à l'installation d'une ferme, c'est une valorisation dite économique, c'est-à-dire qu'on regarde combien la ferme génère comme chiffre d'affaires et résultats surtout. Ça permet de déterminer combien le porteur de projet qui va s'installer pourra rembourser, et ça permet donc de déterminer le bon prix de transmission pour la ferme. Toutes les valorisations autres que celles-là, en fait, sont soit une perte de temps pour le cédant, soit un porteur de projet qui s'installe dans de mauvaises conditions, ou alors qui aura un très gros apport, mais ça existe de moins en moins, et c'est pas l'idée. Donc c'est un mix de visibilité, mais aussi, et je pense surtout, de préparation des fermes et des cédants à imaginer l'évolution de leur ferme demain pour qu'elles répondent à ces attentes de la nouvelle génération. C'est ça, et c'est pas toujours facile à faire, parce qu'en effet on a envie d'investir par exemple, et puis en face le jeune il n'a pas forcément les liquidités pour pouvoir investir autant, justement. Oui, c'est pas forcément une très très bonne idée d'investir beaucoup dans son exploitation quelques années avant la transmission, parce que ce que voudra faire le jeune demain sur cette ferme, c'est peut-être complètement différent, et en fait on ferme des horizons. Donc vous expliquez tout ça aux cédants, vous le préparez vraiment à sa transmission pour pouvoir trouver des repreneurs. Voilà, on va chercher tous les agriculteurs qui vont transmettre dans les 5 ans. On essaie de faire ce travail de conviction, d'explication, d'accompagnement. Et ensuite, ils nous confient leur transmission, on fait rayonner leur ferme, on leur trouve des repreneurs. Et on constate que quand on a fait ce travail amont et quand on sait faire rayonner une annonce, on arrive à avoir sans difficulté plusieurs dizaines de porteurs de projets qui se positionnent sur des fermes. Et donc on ne voit pas de problème de candidats, que ce soit pour des fermes à la reprise ou pour des recherches d'associés dans des structures GAEC qui cherchent à remplacer un associé qui part à la retraite. On dit souvent que c'est très compliqué, mais si on fait bien les choses, qu'on explique bien qui sont les gens, quelle est la ferme, quelles sont les valeurs,
et qu'on va vers aussi cette transition qui est très attendue par les nouveaux candidats à l'installation. Il faut qu'il y ait ça possible, intégré et présent dans le projet de transmission. À ce moment-là, c'est vraiment possible de trouver des repreneurs. Ça fait du bien d'entendre un discours positif sur l'installation, en tout cas. Florian Breton, vous êtes fondateur de Mimosa depuis 2015. Vous avez développé à peu près 7000 projets quand même, hein, et donc aussi bien en financement participatif, en dons ou en crédit. Comment vous avez vu l'évolution de ces dernières années sur le financement participatif ? Alors très bonne, désolé pour la voix. Ça va, vous m'entendez ? Ouais. Donc Mimosa, en effet, comme ça a été rappelé, a été créé en 2015. Donc le constat de départ, c'est que déjà, il y a 9 ans, je suis à la fois jeune et en même temps, on a un petit peu le recul de l'évolution de la thématique. On constatait déjà une espèce de dynamique qui allait se créer vers une triple transition, qu'elle soit économique. Aujourd'hui, les exploitations agricoles, en tout cas, ne sont plus celles de mon grand-père qui était agriculteur, qui était producteur de raisins. En réalité, aujourd'hui, il y a une vraie évolution des modèles économiques au sein des exploitations agricoles avec de nouvelles voies de diversification aussi des revenus. Une transition sociale. Côté Éloi, et Maxime le sait bien, il y a une vraie évolution aussi des profils candidats à l'installation. On parle beaucoup des hors-cadres familiaux. C'est plus de 50% des jeunes installés aujourd'hui. Ce n'était pas du tout le cas déjà il y a 10 ans et encore moins il y a 25 ans et 20 ans, puisque c'était vraiment le schéma traditionnel, c'était la transmission un peu patrimoniale entre un père ou une mère et un fils ou une fille. Et donc ça nécessite aussi de réinventer, de faire évoluer les financements. Et puis une transition écologique qui est bien évidemment la plus politique et médiatique qu'on connaît tous. Et donc face à cette triple transition de l'agriculture, je voyais arriver tout doucement aussi un accès plus difficile au financement, puisque les schémas de financement étaient assez encore traditionnels, même si on peut parler de la dotation jeune agriculteur qui n'a pas vraiment évolué pour l'installation des jeunes. Et donc, quoi de mieux finalement, à partir du moment où on souhaite cette triple transition, et je pense qu'elle est souhaitée par tous, en premier chef aussi par les exploitants agricoles, mais aussi par la société civile, que de faire évoluer aussi les financements en s'appuyant directement sur le grand public. Et donc c'est ce qu'on a fait il y a 9 ans quand on a créé Mimosa. On est la première plateforme à s'être créée au niveau européen et avoir fait le choix du financement de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc aujourd'hui, en effet, on a accompagné 7000 projets pour vous donner un petit peu nos ordres de grandeur d'intervention. Alors ça dépend de l'outil, mais on finance des projets entre quelques milliers et 2 millions d'euros. Quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros par ce qu'on appelle le don avec contrepartie en nature. Donc là, les citoyens ont à peu près entre 800 et 900 opportunités par an. C'est une plateforme de volume partout en France, de donner à des projets proches de chez eux et d'avoir en contrepartie des produits, des séjours ou des expériences à la ferme. Donc là, c'est à peu près 1/3 de projets d'installation et 2/3 de projets de développement traditionnels. Et puis depuis 2019, on a lancé une offre de crédit pour les agriculteurs, où là, les citoyens ne donnent plus de l'argent, ils prêtent leur épargne. Et donc, on a créé d'une certaine manière le premier produit d'épargne presque au monde qui est directement fléché entre l'épargne sociétale et l'agriculture en transition, puisque, vous le savez, certainement, votre épargne est intermédiaire aujourd'hui. Vous ne savez pas vraiment quel est son sens, quel est son impact, quelle est sa traçabilité. Et c'est ce qu'on permet aujourd'hui en le fléchant, personnellement, en tout cas au titre de Mimosa, directement vers les enjeux de transition agricole et alimentaire. Comme ça ne suffit pas, pour aller encore plus loin sur ces projets-là, en s'appuyant au-delà des 500 000 personnes qui nous ont fait confiance et qui sont aujourd'hui connectées sur Mimosa, on a créé il y a un peu moins de 2 ans un fonds de dette qui s'appelle Mimosa Transition pour attirer une nouvelle finance vers l'agriculture. Et donc c'est un fonds qui est doté aujourd'hui de 50 millions d'euros et qui permet justement aux côtés des citoyens ce financement très simple et rapide jusqu'à 2 millions d'euros. Alors c'est vrai que dans les 2 millions d'euros, on voit peu de fermes. Peut-être, heureusement, mais en tout cas, l'agriculture, on est plutôt sur quelques centaines de milliers d'euros qu'on finance grâce à notre communauté et grâce à notre fonds en l'espace de quelques heures pour certains projets ou quelques jours pour d'autres. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment, dans un contexte agricole qui évolue, triple transition, qui est très digitalisé. La ferme digitale en est un bon exemple. Aujourd'hui, 85% des agriculteurs sont connectés à Internet. C'est d'offrir à cette profession des opportunités de financement nouvelles en s'appuyant sur la société civile qui soient simples et rapides. Quel est le profil de vos porteurs de projets ?
Alors ça dépend, mais ce que je peux dire, c'est que on est bien placé pour le savoir. Il y a une féminisation de l'agriculture. On le voit notamment sur certaines filières, principalement la viticulture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate. On n'attend pas les baromètres du ministère pour le constater. C'est vrai que c'est à peu près 30% des projets qu'on accompagne sont portés par des femmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de hors-cadres familiaux, je le répétais, je le partageais tout à l'heure. Et ce qu'on voit évoluer beaucoup dans l'état d'esprit du monde agricole, c'est vrai qu'il y a 9 ans, le sujet de la transition agricole était un sujet plutôt propre à des jeunes générations, moins de 40 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment, c'est que ce sujet est vraiment transgénérationnel, puisqu'on voit vraiment des profils assez avancés dans l'âge qui souhaitent faire leur transition afin de céder aux futures générations une exploitation qui a déjà fait cette part de risque et laisser d'une certaine manière aux futures générations et à la planète une exploitation qui tourne et qui a fait sa transition agroécologique. Donc ça, c'est très intéressant en termes d'évolution de l'état d'esprit dans le monde agricole. Bon, on voit bien que tous les trois, vous parlez vraiment d'agroécologie, de transition en tout cas. Et justement, c'est le thème qui vous a rassemblé pour un partenariat. Donc ce partenariat, Florian Breton, vous allez nous en parler un petit peu plus. Donc vous êtes associé avec Amarenco, développeur solaire sur l'agrivoltaïsme, et avec Éloi pour proposer une offre aux agriculteurs. Alors comment c'est venu et pourquoi vous êtes associé avec Amarenco par exemple ? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, comment c'est venu ? On a pas mal échangé ces derniers temps sur des réflexions un petit peu d'évolution. Alors je vous le rappelais tout à l'heure, la triple transition. Nous, ce qu'on constate, et je pense qu'on est on est très nombreux à le constater, c'est qu'il y a une évolution aujourd'hui avec notamment le dérèglement climatique. Je suis des Pyrénées-Orientales, je pense que vous le suivez, il y a des épisodes de sécheresse qui sont immenses. Il a plu il y a quelques jours, malheureusement ça a été accompagné de grêle, mais ça faisait 5 mois qu'il n'avait pas plu dans les Pyrénées-Orientales. Ce dérèglement climatique aujourd'hui va toucher dans les prochaines années les cultures, donc il y a un enjeu de sécurisation des cultures, donc il y a un enjeu de souveraineté alimentaire aussi bien évidemment en France. Il y a un enjeu de diversification des modèles économiques autour des exploitations, parce qu'on le sait aujourd'hui, malheureusement, le modèle agricole fait qu'il y a aussi un petit peu de fragilisation dans un contexte un peu mondialisé. Je ne vais pas faire de politique autour du sujet, mais c'est vrai que diversifier et pérenniser les exploitations agricoles, c'est un enjeu aussi de société. Il y a un sujet autour du renouvellement des générations. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'était aussi de pouvoir s'adosser, créer un partenariat avec un acteur du solaire, puisque cette triple transition et ce renouvellement des générations passera aussi par l'évolution des modèles de financement à l'installation, et je crois profondément que les acteurs du solaire ont une réponse à apporter. Et ce qui nous a particulièrement séduit, notamment chez Amarenco, c'est aussi cette vision et ces valeurs communes que nous avons, notamment autour du régénératif. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste rentrer dans un sujet d'installation de panneaux et d'agrivoltaïque. On va être aussi soucieux de regarder quelles sont les pratiques afin de financer l'évolution des pratiques des exploitants qui seront équipés en agri-PV prochainement. Donc c'est un partenariat qui fait sens et qui fera l'objet à la fois dans un premier temps d'un appel à projet, puisque Mimosa est une plateforme de volume pour identifier les porteurs de projets qui seront susceptibles demain de devenir des candidats à l'équipement agri-PV, avec des mesures justement définies et concrètes, avec un cahier des charges d'évolution des pratiques culturelles pour être justement sur de la transition agroécologique. Deuxième étape, on va mettre en ligne forcément ces projets, donc quoi de mieux que d'en faire la publicité et en être le média auprès de la société civile afin que les consommateurs, les citoyens peuvent s'associer aux démarches de transition agroécologique en lien avec l'agri-PV. Et puis, donc voilà, c'est la naissance d'un écosystème qu'on souhaite le plus large possible. Et Éloi est un parfait exemple, puisque, comme le sujet du renouvellement des générations a été rappelé, on souhaite vraiment ancrer ce dispositif comme un dispositif collectif, écosystémique, pour faire évoluer le secteur. Un petit mot des énergies renouvelables, parce que c'est un partenariat inédit. Finalement, Mimosa, avant, vous n'étiez pas dans les énergies renouvelables. Alors, si. Mais c'est vrai qu'on avait une dominante, nous principalement, qui était dans le biogaz, depuis maintenant 2020 essentiellement. On a structuré un certain nombre de collaborations qui ont fait qu'aujourd'hui, à peu près 12, 13, 14% des unités de méthanisation en injection en France sont passées par Mimosa. C'est à peu près 65 projets sur 580 qui
existant. On a travaillé bien évidemment sur le solaire, toiture, hangar, serre, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a travaillé, qu'on a accompagné, mais plus modestement par rapport au biogaz et qu'on souhaite amplifier au regard de ce que je vous ai partagé il y a quelques minutes. Donc on était présent dans les énergies renouvelables, principalement dans le biogaz, un peu dans le solaire, et on souhaite accélérer. Et le fait d'avoir un partenaire vraiment dans le solaire, qu'est-ce que ça change concrètement ? Ce que ça change, c'est je pense qu'ensemble, on s'apporte une crédibilité réciproque, à la fois Mimosa dans l'écosystème agricole et comme un acteur du financement et qui apporte des réponses concrètes, réelles, simples et rapides à des porteurs de projets qui souhaitent accéder au financement pour s'équiper. Et à Marenco, typiquement, évidemment, comme un acteur du solaire qui est présent historiquement, qui a fait ses preuves justement en matière de technologie et d'équipement, et qui va chercher à travers, je pense, cette collaboration, sans forcément m'exprimer à ta place, chère Jeanne, aussi une manière d'accélérer par le financement aux côtés, historiquement aussi, des partenaires bancaires qui existent par ailleurs et qui sont indispensables aussi au financement de ces projets. Merci. Alors Jeanne, justement, si on peut vous passer le micro, est-ce qu'avec ce partenariat, on va voir une accélération de l'agrivoltaïsme ? Qu'est-ce que ça va vous apporter pour Amarenco ? Alors, en fait, Amarenco n'est pas forcément dans une logique volumique, on est plutôt dans une logique de qualité, de faire des projets qui rendent service. Et c'est exactement pour cette raison que les partenariats avec Mimosa et Eloi sont précieux, parce qu'on va travailler ensemble avec des agriculteurs qui ont déjà un pied, voire même deux, sur la voie de la résilience et de l'adaptation. Et nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est permettre à ces agriculteurs et ces agricultrices, avec les moyens de la transition énergétique, d'accélérer leur transition agricole, en tout cas de leur filer un coup de pouce supplémentaire. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, on a une offre en 2 volets. Le premier volet, c'est évidemment l'équipement agricole qui est adapté à l'exploitation, qui répond à des besoins précis, qui s'intègre dans le paysage. Et puis, on a notre programme éco, donc ce qu'on a appelé aussi notre boîte à outils en agroécologie dans notre offre pour que ce soit plus parlant. Notre programme éco, en fait, c'est un budget qui est dédié par Amarenco au financement d'actions en régénération des sols sur l'exploitation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il y a une partie de ce budget qui va être dédiée à mobiliser les partenaires avec qui nous travaillons, qui sont des experts agronomes en agroécologie, par exemple, des experts en agriculture régénératrice ou en santé des sols, qui vont être légitimes à échanger avec les exploitants pour construire une feuille de route en régénération. Une deuxième partie du budget va être dédiée à la mise en place effective de ces mesures. Ça peut être, par exemple, des haies. Ça peut être des cultures interrangées ou, par exemple, une conversion en pâturage tournant dynamique. Et puis, une autre partie du budget va être dédiée à faire le suivi de ces mesures sur l'impact du sol pendant 30 ans après la mise en place. Donc, c'est fait selon un protocole et un certain nombre d'indices qui vont être suivis. C'est par exemple le carbone dans le sol, la pollution dans le sol, la biodiversité, le couvert végétal, le volet social. Et ça, pendant 30 ans. Donc si on comprend bien, il y a une offre solaire pour mettre des équipements au niveau de l'élevage ou des grandes cultures, etc. Donc pour produire de l'électricité. Et à côté, une offre agricole avec vos partenaires sur l'agriculture régénérative pour accompagner l'exploitant sur l'agriculture. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend quand même pas mal de choses sur l'agrivoltaïsme. C'est en plein débat encore au niveau législatif. Il y a les surfaces de panneaux qui ne sont pas encore bien déterminées, la perte de rendement, le partage de la valeur entre le fermier, le propriétaire et le développeur. Est-ce que votre programme éco, c'est, un garde-fou pour garder bien le côté agricole par rapport au côté énergie ? Alors, aujourd'hui, le garde-fou, c'est la loi. C'est la loi d'accélération de production des énergies renouvelables qui encadre ce dont vous parlez, à savoir le taux de couverture autorisé, la perte de rendement aussi qui est tolérée. Est-ce qu'il faut introduire des zones témoins ? Est-ce que la technologie est éprouvée ? Aujourd'hui, c'est la loi avec ses décrets d'application et notamment le décret d'application Agri-PV.
Avant ça, parce que comme on le disait tout à l'heure, le cadre réglementaire est extrêmement récent puisqu'il date de l'année dernière, tout juste à quelques jours près. Avant ça, c'est les acteurs de l'agrivoltaïsme qui se sont dotés eux-mêmes d'outils de contrôle. On peut par exemple évoquer les chambres d'agriculture qui ont édité des chartes locales, par exemple, au même titre que les préfectures d'ailleurs. Les instituts de recherche, à l'instar de l'INRAE, par exemple, qui a créé un pôle national de recherche, qui conduit des recherches scientifiques sur ce sujet. Et puis les énergéticiens également, avec des groupes de travail, par exemple le Solar Power Europe. C'est un groupe de travail européen qui est d'ailleurs présidé par Amarenco depuis plus de 3 ans et qui a édité son premier guide en meilleures pratiques agrivoltaïques en 2021. Voilà. Et puis il y a évidemment des acteurs comme Mimosa et Eloi qui veillent aussi au grain, mais je pense que Florian et Maxime en parleront. Et puis en fait, si vous voulez, notre programme éco, c'est une initiative complètement volontaire qui s'inscrit dans aucun cadre réglementaire. C'est plutôt la traduction de notre raison d'être qui est de produire des électrons régénératifs. Et puis, c'est aussi un levier de partage de la valeur parce que c'est un projet qui est central chez nous, très important. Et d'ailleurs, comme autre levier, on peut noter notre positionnement sur le marché qui consiste à travailler plutôt avec des petites et des moyennes entreprises, qui permet de multiplier le nombre d'exploitants qui bénéficient de nos infrastructures et le nombre de territoires aussi dans lesquels s'inscrivent nos projets, avec toutes les externalités positives que ça peut avoir. Et puis évidemment la ventilation de la redevance entre le propriétaire et l'exploitant. Est-ce que vous avez un exemple concret, par exemple, à nous proposer sur de l'agrivoltaïsme avec un accompagnement, enfin une exploitation que vous auriez suivie, par exemple? Oui, alors d'ailleurs c'est sur la landing page qu'on a coproduite. On accompagne actuellement un GAEC dans sa transition. Donc c'est un élevage en vache laitière qui passe d'une méthode conventionnelle vers une méthode en pâturage tournant dynamique justement. Donc les bénéfices qu'on va voir sur l'installation de l'équipement, par exemple, ça va être bien évidemment la protection contre les aléas climatiques, première chose. Deuxièmement, c'est le bien-être animal. Là, en l'occurrence, les animaux, ils sont exactement comme nous. Ils n'aiment pas être en plein soleil l'été quand il fait chaud. Donc, c'est indispensable qu'ils puissent se mettre à l'ombre. Ça va être aussi une meilleure gestion de la ressource en eau. Aujourd'hui, toutes les recherches scientifiques qui ont été menées sur des pilotes démontrent qu'il y a une diminution de l'apport en eau de 30%. Et en plus, c'est amélioré par justement des leviers agroécologiques, par exemple de couverts végétales qui vont permettre non seulement de mieux stocker l'eau, mais aussi de mieux la capter. Et c'est amplifié par l'infrastructure qui va diminuer l'évapotranspiration et qui protège les sols des vents aussi. Et alors à cet agriculteur-là, qu'est-ce que vous avez proposé? Il va toucher un loyer par rapport aux équipements agrivoltaïsme? Alors oui, là en l'occurrence pour ce projet-là c'est le cas. Après je pense que sur la partie des loyers locatifs, il y a une chose qu'il faut rappeler, et ça c'est la loi APER qui en dispose, c'est que dans un projet agri-PV, c'est le projet agricole qui est l'activité principale et qui est centrale. Donc si vous voulez, c'est à partir des contraintes, des attentes de l'exploitant et de l'exploitation que l'équipement va être proportionné. Donc, par exemple, quel est l'itinéraire culturel des engins agricoles? Est-ce qu'il y a des mouillères? Est-ce qu'il faut réserver des zones pour des parcs de contention, des choses comme ça? Ensuite, on va appliquer aussi les modalités réglementaires de la loi dont on parlait. Donc, par exemple, est-ce qu'il faut réserver des zones témoins? Quel est le taux de couverture autorisé? Et après, on va aussi prendre en compte les différents leviers agrivoltaïques qu'on met en place sur l'exploitation. Par exemple, si il est prévu d'implanter des haies, on va appliquer un système de recul pour éviter l'ombrage. Et une fois que tous ces paramètres ont été intégrés, on va pouvoir faire un calcul de loyer. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de barème. Et donc l'agrivoltaïsme devrait conforter l'exploitation, cette exploitation-là. En plus de l'élevage, au moins ils auront un revenu énergétique. Si vous voulez, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que l'infrastructure, l'équipement qu'on met en place a pour vocation de protéger et donc de stabiliser le revenu agricole. Oui, c'est plus contre les aléas climatiques et lisser le revenu
contre ces pics-là. C'est bien ça? En tout cas, c'est ce que veut le cadre réglementaire. Merci. Alors Maxime, par rapport au fait que voilà, les revenus devraient être un peu plus stables, on va dire, en tout cas moins d'influence des aléas climatiques grâce aux ombrières agrivoltaïsme, vous avez déjà des cédants qui ont du photovoltaïque ou qui voudraient mettre de l'agrivoltaïsme? Alors nous, la demande, elle est venue au départ des porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on a des porteurs de projets, on a une communauté de plus de 3000 aujourd'hui candidats à l'installation. Et ils nous partagent leurs projets, leurs ambitions. Et à l'intérieur de ça, il y en a un certain nombre qui nous posaient des questions sur l'énergie à la ferme et notamment l'agrivoltaïsme. Donc au début, notre intérêt sur la question est venu de la demande des porteurs de projets parce qu'en fait, nous, notre mission, c'est de les accompagner pour qu'ils trouvent une ferme adaptée, qu'ils réussissent leur installation, mais c'est aussi de pérenniser, sécuriser cette installation et faire en sorte qu'elle aille vers la transition des pratiques agricoles. Donc, à partir du moment où ils nous posent la question, on est allé regarder un petit peu l'agrivoltaïsme, se faire notre idée, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. On a vu qu'il y avait peut-être plus de 60 ou 100 développeurs sur le marché. Et donc, on s'est dit, mais en fait, sur ce sujet comme sur d'autres, le porteur de projet qui s'installe, il n'a pas forcément les cartes en main pour savoir avec qui travailler. Et donc on va faire un processus de sélection par nous-mêmes, structuré, qui nous a pris plusieurs mois. On a plus de 40 développeurs qui ont répondu à la démarche pour voilà, finir par choisir de travailler avec Amarenco. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un certain nombre de conditions qui étaient remplies pour que l'agrivoltaïsme reste vertueux. C'était vraiment... notamment sur il y a un cadre réglementaire aujourd'hui qui s'affine, mais Jeanne, quand on a commencé à discuter, il n'était pas si affiné que ça. Et donc, il fallait trouver des partenaires qui avaient anticipé quelque part les contraintes désormais légales, ou qui sont d'ailleurs encore en train d'être écrites. Hein. Donc, on a créé une charte qui permettait de cadrer les choses bien en amont de la loi, finalement, et qui correspondait pas du tout avec ce que faisaient certains développeurs, mais qui pouvaient correspondre avec certains qui s'étaient déjà posé ces questions et qui les avaient anticipées. Donc ça, c'est comme ça qu'on a choisi. Et le deuxième truc, c'est qu'il fallait que ça finance la transition. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une partie de ces revenus générés par l'agrivoltaïsme aide à tout ce que je disais déjà, mais enfin replanter des arbres, des haies, à aller vers une agriculture en réduction de labour, etc., etc. Donc toutes ces pratiques qui vont vers la résilience. Oui, depuis tout à l'heure, on parle agriculture régénérative. Pour vous, c'est quoi cette agriculture régénérative ? Régénérative ou triste, il y a un débat. C'est l'agriculture qui va capter du carbone, qui va recréer de la biodiversité, qui va protéger ou même dépolluer ou recréer de l'eau, enfin au sens restructurer les nappes. Donc l'agriculture régénératrice, c'est cette idée qu'on peut sur certaines fermes aller au-delà de moins dégrader. C'est dire on peut avec le vivant en fait recréer et régénérer le vivant de manière générale. Donc c'est ça vraiment qui est essentiel aujourd'hui parce qu'on sait que il y a pas mal de choses qui ont été dégradées et il suffira pas de freiner. Il faut maintenant aller vers le régénératif dans toutes ses dimensions, le vivant et l'agriculture et le secteur qui permet le plus de le faire. Si vous êtes dans les services ou dans l'industrie, vous aurez un peu plus de mal. Vous pouvez réduire votre impact, mais vous pouvez difficilement régénérer. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on veut encourager. Et l'agrivoltaïsme peut être une solution de financement, parce que ça a un coût, en fait. Voilà. Donc, ça peut être une solution de financement très intéressante. Et c'est pour ça que les porteurs de projets s'y intéressent chez nous. Est-ce qu'au travers de ce partenariat avec Amarenco ou Mimosa, vous avez des objectifs ? On ne s'est pas dit que ça allait être hyper central dans notre modèle. Je donne juste un petit chiffre parce que c'est important de se le figurer. Si on atteint tous les objectifs de transition vers le photovoltaïsme et la décarbonation de notre énergie, il y aura au max 0,5% des terres agricoles. Alors je crois que c'est 0,3, entre 0,3 et 0,5, qui seront en agrivoltaïsme. Donc, nous, Eloi, qui installons des porteurs de projets à l'échelle nationale avec une ambition de 1000 projets par an d'installation, on ne s'attend pas à ce qu'il y en ait 70%
qui fassent de l'agrivoltaïsme. Hein. Ça reste. C'est pour ça que pour nous, chez Eloi, c'est important d'avoir un panel de solutions qui répondent aux différents cas de figure des porteurs de projets qui s'installent. Donc notre ambition, c'est que quand il y en a qui peuvent aller vers ça, qui veulent aller vers ça, on leur apporte une solution qui soit de qualité, cohérente, en phase avec leurs valeurs. Voilà, c'est juste ça. Et il y en a beaucoup alors qui vous demandent quand même. Ouais, c'est un sujet qui est quand même maintenant vraiment d'actualité. Ensuite, toutes les fermes ne s'y prêtent pas, toutes les activités agricoles ne s'y prêtent pas. Il y a quand même un certain nombre de conditions qui doivent être remplies, de visibilité des panneaux pour le voisinage. Il ne faut pas que ce soit visible, enfin dit autrement. Il faut aussi que la production agricole soit adaptée. Il y a des productions qui sont plus ou moins compatibles avec l'agrivoltaïsme pour justement que ça reste vertueux. On ne peut pas faire n'importe quoi en agrivoltaïsme. Hein. Donc, en fait, ça correspond à une proportion qui reste pour nous aujourd'hui un peu faible, mais quand c'est le cas, il faut pouvoir faire en sorte que ces projets aillent dans la bonne direction. Parce qu'on s'engage sur 25-30 ans. Quand on part sur un projet agrivoltaïque, c'est vraiment dans la durée. Voilà, on ne veut surtout pas que certaines fermes qu'Eloi a contribué à installer se retrouvent dans 5-10 ans avec des difficultés liées à des partenaires qu'on leur aurait recommandés. Une question en plus, c'est quoi votre modèle d'affaires à Eloi? Comment vous rémunérez, vous? Alors Eloi, c'est le cédant en fait qui nous rémunère. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une population, on disait là, les 200 000 cédants qui dans les 10 ans veulent transmettre leur ferme, qui aujourd'hui ont des difficultés à trouver des repreneurs. Et notre promesse, hein, simplement, c'est de leur trouver un repreneur à l'installation. Et d'être pour ça rapide, efficace et de leur apporter un service, on va dire, qui vont apprécier sur cette dimension-là. La dimension de la transition, elle est importante pour certains d'entre eux. Il y a certains agriculteurs bio qui font appel à Eloi parce qu'ils savent qu'on peut préserver ça, on peut s'engager à le faire. Mais il y en a aussi toute une partie qui ne nous sollicite pas pour ça. Ils nous sollicitent pour une question d'efficacité, de rapidité. Et nous, à l'intérieur de notre mission, on met la transition, mais ce n'est pas le truc qu'ils viennent chercher chez nous. Ça, c'est intéressant. Ça ne les rebute pas. Si ça permet d'aller transmettre leur ferme, quelque part, ils comprennent qu'il y a un changement de pratique, mais quelque part, on voit ça, on peut même ne pas parler d'écologie, dans le changement d'itinéraire, dans le changement de pratique, de façon de procéder, d'horaire de travail, etc. On voit bien qu'il y a un changement entre les générations et que entre le cédant et le repreneur, parfois, on joue aussi ce rôle de médiateur, d'expliquer qu'entre quelqu'un qui a 5 générations d'agriculteurs derrière lui et un néo-rural non issu du milieu agricole, il faut faire un peu de lien. Voilà. Vous faites de la médiation, en effet. Florian, un petit mot sur le partenariat. Concrètement, moi je suis agricultrice et je voudrais me lancer dans ce partenariat avec vous. Comment je fais ? Vous pouvez vous adresser à tous les trois déjà. Et puis on a créé justement un site vitrine dédié à l'opération où les porteurs de projets justement à l'agrivoltaïque pourront candidater, qu'ils arrivent par la voie d'Amarenco, par la voie de Mimosa ou par la voie d'Eloi pour simplifier justement l'expérience utilisateur de l'agriculteur. On est toujours dans une logique de simplification, donc forcément on va rendre les choses simples pour eux. Ils seront pris en charge par les équipes Mimosa aussi justement pour étudier le projet, adressé également à Amarenco pour étudier la compatibilité. Ça a été traduit notamment par Jeanne entre les porteurs de projets et les différents cahiers des charges, qu'ils soient justement sur les voies de transition comme sur les voies un peu plus techniques, j'ai envie de dire, de l'exploitation agricole. Et ensuite, dès lors que le financement s'exprimera, on pourra les accompagner et les mettre même en écosystème avec nos partenaires, pour certains qui sont même des partenaires bancaires, pour faciliter l'accès au financement de ce genre de projet. Donc on sera toujours dans une logique d'installation. On a créé un site vitrine qui sera traduit assez rapidement aussi comme une vraie plateforme de financement qui agrégera beaucoup plus de projets, plus de volume, avec les partenaires présents aussi comme Eloi en écosystème, comme je le rappelais. Donc voilà. Et sur la partie agriculture régénératrice, je rajoute juste un point, parce qu'on est complètement aligné avec Maxime et Jeanne. Je rajoute aussi régénératif, aussi d'un point de vue modèle économique. C'est-à-dire que c'est toujours important pour nous, quand on parle de la transition agricole, qui est aussi une vraie pérennité
Quand on analyse un projet chez Mimosa, on a à la fois des critères financiers et extra-financiers, mais ce n'est pas l'extra-financier non plus qui prime sur le financier. Dit autrement, on n'enverra pas quelqu'un dans un mur sous prétexte que ça reste régénératif. Si on sait que finalement il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de marché, il y a une complexité, il y a une hausse des charges dans une phase de risque qui est trop importante par rapport à sa situation financière actuelle, parce que ça a été quelquefois malheureusement aussi un saut en avant qu'on a fait sur certaines exploitations en bio pour obtenir des subventions, et puis on se rend compte que 3 ans après finalement c'est pas si simple que ça, et on a une vraie responsabilité en tant que financeur aussi à étudier extra-financièrement, bien sûr, parce que c'est la vision de Mimosa, mais aussi à s'assurer que ce soit pertinent, pérenne économiquement. Donc pour nous, le régénératif est aussi régénératif économiquement, et la voie, la diversification des revenus est un parfait exemple en ce sens. Merci. Jeanne, un dernier petit mot. Donc on a vu comment participer, on s'adresse sur le site internet dédié à ce partenariat. Est-ce qu'il y a un périmètre c'est sur toute la France ? Alors là, en l'occurrence, on a ciblé certains départements dans lesquels nous avions identifié, grâce à nos outils cartographiques, que nous pouvions rapidement mettre à disposition les équipements aux exploitants. Donc il y a 7 départements qui sont ciblés, donc qui sont c'est pas affiché, mais dans le règlement de l'offre, les départements sont indiqués. Je pense que c'est quand même important de dire que vous pouvez postuler, même si vous n'êtes pas dans ces départements-là, toutes les candidatures seront instruites. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à tous les 3. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur le partenariat, les activités, l'agrivoltaïsme ? Moi, j'ai une question quand même, parce que donc on voit bien que ça fait vraiment écosystème partenaire. Est-ce que, est-ce que c'est la réponse à la crise d'aujourd'hui, d'être ensemble tous les 3 ? Qu'est-ce que vous en pensez chacun En fait, la crise, ou même on peut parler de la transition d'un écosystème complexe, transition économique, transition sociale, transition écologique, comme le monde agricole, on voit qu'il passe par une multitude d'acteurs, depuis la formation des futurs agriculteurs, la transmission des fermes, le financement, la transformation, la distribution, l'éducation du consommateur. Tout ça a un rôle dans la crise ou dans la transition. S'il n'y a pas de consommateurs prêts à acheter des bons produits, on n'aura pas. Mais s'il n'y a pas d'agriculteurs non plus. Et donc, il n'y a pas une silver bullet qui va résoudre la crise ou la transition dans son ensemble. On le présente tous comme ça à nos investisseurs. Quand on arrive au début, on a la solution qui débloque le maillon manquant. Mais en vrai, c'est pas ça. Et donc, si on n'a pas les copains qui travaillent à côté, qui font chacun leur part, on n'arrivera pas à résoudre la crise. Je retiens le mot de complexité. Je partage. Et d'ailleurs, on a des projets communs aussi avec Éloi, comme avec d'autres ici et d'autres partenaires, même plus institutionnels. Je dirais, pour compléter, en effet, que c'est le rôle de tout le monde finalement. Donc on représente une partie de la solution, mais la solution au sens exhaustivement, et bien évidemment aussi par la multitude des acteurs qui s'engagent en ce sens. Et je rajouterai aussi en continuité, dans la continuité, le rôle du politique, puisqu'aujourd'hui la crise agricole, entre guillemets, qu'on vit est aussi, je pense que le monde agricole est en attente aussi de réponses politiques qui dépassent finalement aussi une collaboration, aussi belle soit-elle et aussi ambitieuse soit-elle en matière de vision, et aussi noble soit-elle aussi sur ces sujets-là. Donc je rajoutais aussi le rôle du politique pour faire évoluer et accélérer cette transition désirable et désirée. Merci pour cette synthèse. Un dernier mot, Jeanne, peut-être aussi ? Oui, nous, on a l'habitude de dire chez Amarenco qu'il n'y a pas une seule problématique et qu'il n'y a pas une seule solution. Et c'est en contribuant ensemble et en s'associant qu'on peut contribuer un maximum à aller vers du mieux. Très bien. Merci beaucoup. Dernière fois, une petite question ? Non ? Sur l'énergie. Question. Oui, pardon. Hop.
Ok, bonjour, merci. J'ai une petite question. Du coup, vous êtes amené à collaborer avec des chambres d'agriculture ou d'autres organismes plus associatifs pour l'installation? Merci. À tous les trois. Donc, Alors, bien évidemment. Nous concernant, ça fait 9 ans qu'on existe, ça fait 9 ans qu'on travaille avec les chambres d'agriculture. Donc on s'est même lancé au siège de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Paris. On a beaucoup investi beaucoup de temps. Il y avait Valentine de l'équipe Mimosa qui était par là tout à l'heure, qui je sais est aussi référente dans les collaborations avec les consulaires. Donc on travaille beaucoup avec les points accueil installation, avec les organismes de financement, de conseil, Serre France notamment. Et donc les consulaires, les chambres d'agriculture, c'est aussi des points de passage indispensables. Donc on a investi beaucoup de temps dans les régions et surtout dans les départements qui sont en contact, en proximité avec les agriculteurs qui sont en phase d'installation ou même de développement d'activité. Donc la réponse est bien évidemment oui. On mettra de toute façon, je pense que vous avez des actions et t'en parleras avec les chambres d'agriculture, mais de toute façon, l'écosystème se mutualise à chaque fois quand on travaille ensemble. C'est ça le bénéfice aussi de l'écosystème. et avec les acteurs associatifs. Acteurs associatifs, bien évidemment. Vous avez une idée, une association particulière? Mais oui. Aussi bien institutionnels qu'associatifs, en tout cas. Fait. Jeanne, pour élaborer votre programme éco, vous avez travaillé avec qui? Alors, avec beaucoup de monde, principalement avec des partenaires justement en santé du sol, en agroécologie, en agriculture régénératrice, aussi avec des associations, par exemple pour trouver des plans, pour faire des haies, pour trouver des plans d'arbres. Il y a des associations départementales et on essaye toujours de travailler justement avec des acteurs locaux, ce qui permet aussi de dynamiser des territoires. En tout cas, c'est le volet social dont on parle dans notre programme éco. Oui, évidemment, on a aussi une stratégie de concertation locale qui consiste dans tous les cas effectivement à discuter, à co-construire les projets avec les chambres d'agriculture, à voir aussi les associations, par exemple environnementales, les initiatives d'agriculteurs ou même les groupements économiques, écologiques qui existent sur les territoires pour co-construire avec eux les projets. C'est indispensable. Merci. Maxime, on a parlé du répertoire départ-installation. Est-ce que vous êtes concurrent? Non. Alors, c'est un point intéressant. Je pense que je vais essayer d'être honnête là-dessus. Il faut qu'on progresse dans la collaboration publique-privée-association. Je pense qu'il y a quand même... je comprends que vous avez mis des efforts là-dessus, mais on sait bien que ça prend du temps, déjà pour se faire un peu accepter dans ce monde agricole, où on est des nouveaux acteurs. Faut pas nier qu'on peut apparaître comme un petit peu disruptif dans un écosystème et donc c'est assez variable sur le terrain, c'est des histoires d'hommes. Nous on a toujours été évidemment volontaires et on continue à le faire pour aller rencontrer, pour expliquer, pour travailler ensemble. Je suis convaincu qu'il y a différents niveaux d'offres qui sont nécessaires selon les situations des fermes à transmettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le service public qui offre une solution qui permet à beaucoup de gens de trouver une réponse pas cher et efficace dans leur contexte, mais il y a d'autres agriculteurs qui ont besoin de plus de visibilité, qui ont besoin d'un service plus premium, et ce service-là ne peut pas être offert par tous les acteurs en service public à un prix très bas, etc. Et donc il faut des acteurs privés complémentaires qui s'en emparent. Si je prends l'exemple, une analogie de l'emploi, vous avez d'un côté Pôle emploi qui fait un job essentiel, et voilà. Vous avez de l'autre côté des acteurs, des chasseurs de tête, vous avez LinkedIn. Et puis vous avez des acteurs associatifs qui font de la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi. Et ça, personne pourrait l'adresser. Enfin, c'est ni Pôle emploi, ni les acteurs privés. Et en fait, il y a besoin de ces trois-là. Et le jour où vous cherchez un job, vous n'allez pas vous dire « je vais faire que Pôle emploi ». Selon votre situation, vous allez avoir besoin des différents acteurs complémentaires qui, s'ils travaillent bien ensemble, offrent un panel qui fluidifie le marché. Je pense que là, il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que ça ne marche pas assez bien. C'est le constat d'échec depuis 15 ans. Et donc, il faut que ça change. Voilà. Et je ne pense pas que la solution puisse passer par un seul acteur. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a besoin d'une diversité d'approches pour que les choses fonctionnent bien. Et donc, nous, on est de plus en plus en train de se rapprocher de l'ensemble des acteurs de l'écosystème agricole. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut que les choses soient acceptées, soient comprises. Il
faut vaincre un petit peu les craintes des différents acteurs pour qu'on comprenne qu'on n'est pas concurrent, mais qu'on peut positionner des complémentarités qui répondent à des cas de figure. Très bien, on a bien compris, pas concurrent, mais complémentaire. Une dernière question ? Non, c'est bon ? Eh ben, on restera sur cette note positive de la complémentarité en réponse à la complexité de l'agriculture. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on peut les Merci applaudir. beaucoup. Merci. Merci.